Mon l'ordi s'est éteint, donc on prie pour que la vidéo fonctionne quand même. J'espère que ça va passer, quoi. Donc la peur de l'échec, on en était. On se disait que on évite, à cause de cette peur des situations où on pourrait échouer, et on a cette anxiété de la performance. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que la peur de l'échec, c'est plusieurs peurs un peu confondues, quoi. C'est une forme, donc, syndrome de l'imposteur, mais c'est aussi une forme d'infériorité complexe d'infériorité. En parallèle de ça, c'est aussi, en fait, intérieurement, parce que vous savez que vous avez les aptitudes et les capacités pour faire les choses, et que, en fait, il y a cette culpabilité et ces croyances limitantes quant à comment allez-vous finalement venir vous calquer à cette vision que vous avez dans votre tête, comment vous allez parvenir à lui donner vie pour que ça soit une réalité. Donc souvent, en fait, cette peur c'est une forme de piédestalisation du perfectionnisme qui vous empêche d'être aussi bon et d'exceller au niveau où vous savez vous pouvez. Les personnes souvent souffrant le plus de ces syndromes de l'imposteur sont les plus qualifiées. Parce qu'il y a aussi ce paradoxe qui fait que plus tu t'informes sur un sujet et plus tu es qualifié pour parler d'un sujet, plus tu réalises qu'il y a énormément d'autres choses à apprendre sur le sujet. Et donc, tu as tendance à te remettre en question, tu as tendance à vouloir approfondir encore tes connaissances et tu développes autant d'expertise que d'humilité quant à ton industrie, quant à ce que t'enseignes, quoi. Alors que quelqu'un qui débarque, c'est un peu cette chance du débutant et cette fraîcheur du débutant où finalement ils partent du principe qu'ils connaissent à peine le sujet mais ont le sentiment de tout savoir et ça leur donne une confiance décuplée en eux. Parfois vous avez des managers ou des patrons où vous dites mais ils sont pas plus intelligents que moi. Et non, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Mais ne se prennent pas la tête en fait. Ils n'ont pas fini de penser qu'ils sont déjà en train de partager. Et je sais, c'est fou, mais d'une certaine manière, ça fait aussi leur force. Parce que des experts, il y en a pas tellement. Donc le temps qu'ils trouvent quelqu'un ayant les connaissances, la force et la confiance, la prestance pour s'articuler et finalement, de cette manière, leur faire concurrence, ils ont le temps de voir venir. Et c'est moi la philosophie de vie que je vous invite un petit peu tous à aborder, c'est que vous êtes déjà très certainement expert dans quelque chose. Donc c'est peut-être pas reconnu par vos proches comme étant une expertise ayant de la valeur, mais ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est le monde en fait. Ce qui importe, c'est tous les autres gens que tu n'as pas encore rencontrés et qui ont très certainement quelque chose à t'apprendre et à qui tu as très certainement aussi quelque chose. Cette peur du perfectionnisme, parce que c'est souvent des attentes irréalistes qui vous empêchent de progresser. Et il faut bien comprendre que quel que soit ce que vous voulez accomplir, Rome ne s'est pas construit en un jour, d'accord? Donc, c'est petit à petit, étape par étape, à vous de trouver un rythme qui vous convient, puisque le but, c'est pas non plus de prouver aux autres que vous pouvez faire ceci ou faire cela. C'est pour vous. Mais si vous vous retrouvez isolé ou si vous vous retrouvez dans des états dépressifs parce que vous n'êtes pas en train d'accomplir les choses que vous voulez accomplir et que la raison que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous savez que vous devriez être en train de faire, c'est parce que vous avez peur de mal le faire, il y a un problème de raisonnement, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est se remettre un petit peu, se recalibrer avec soi-même et se demander, mais cette peur de l'échec, en fait, elle se matérialise comment? À quoi ressemble le succès pour moi et à quoi ressemble l'échec pour moi? Et si aujourd'hui c'était mon dernier jour sur Terre et que j'avais un seul message à faire passer, ou une seule chose pour laquelle j'aimerais qu'on se souvienne de moi, ça n'a pas besoin d'être colossal, tu vois, tout le monde ne rêve pas de devenir président ou, tu vois, ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus discret aussi, tu vois, t'es pas obligé d'être sous le feu des projecteurs pour que c'est de la valeur, mais c'est juste être honnête avec toi-même et savoir qu'est-ce qui te retient vraiment. Souvent, cette peur de l'échec, pour moi, du peu de ce que j'en ai constaté, elle veut un peu rien dire, mais de toute façon, on est sur des peurs qui sont encore une fois acquises. Ce ne sont pas des peurs ancestrales, ce ne sont pas des peurs biologiques. C'est vraiment ton environnement qui vient te conditionner pour avoir cette peur, parce que tu vas peut-être voir, peut-être que le métier que tu veux ou la carrière que tu veux, tu vas voir des gens mettre ça sur un piédestal et du coup, voilà, tu t'en fais toute une montagne dans ta tête. Alors que si vraiment tu savais ce qui se passe en coulisses, tu serais beaucoup moins impressionné. Donc parfois, il faut aussi savoir prendre un petit peu de recul et réaliser,
c'est toujours une question d'honnêteté avec soi-même. Encore un dernier mot sur cette histoire ici de syndrome de l'imposteur, quelque chose que j'ai réalisé, je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, mais souvent, si t'as un syndrome de l'imposteur, l'ambivalence, c'est que personne, ou rarement, les gens sont qualifiés pour venir te dire que t'es un imposteur. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que si t'as le sentiment d'être imposteur, pourquoi est-ce que t'es en train d'essayer de te convaincre à travers juste des mots, te dire que non, c'est mérité, tu mérites ta place, souvent, si tu penses, parce que moi, c'est un problème que j'ai avec cette époque, c'est que les gens se mentent à eux-mêmes du matin au soir. Tout le monde se fait croire qu'ils sont géniaux, mais en fait, t'as le droit d'avoir des choses en toi à améliorer, tu vois. Si t'as le syndrome de l'imposteur, si quand tu te retrouves dans certains environnements, entouré de certaines personnes, parce que c'est pas parce que tu les estimes, enfin, il faudrait que tu te remettes en question sur pourquoi réellement tu estimes les gens, c'est ça le nerf de la guerre, mais si tu les estimes et que t'as raison de les estimer, que t'estimes que tu travailles moins bien qu'eux, bah peut-être que c'est vrai aussi, tu vois, et peut-être que t'as le droit d'aller bosser plus dur, peut-être que, tu vois ce que je veux dire, peut-être que t'es vraiment imposteur et que tu devrais commencer à charbonner sévèrement avant qu'on s'en rende compte, tu vois. Il y a de ça aussi parfois. Moi, je pense que toutes ces peurs, même si elles sont acquises, parfois ce sont des invitations à se remettre en question et à se demander pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu fais les choses de cette façon-là, tu vois. Toutes les critiques ne sont pas à être rebuquées d'un va des rétro satanas, tu vois. Il y a des critiques qui sont vraies, il y a des critiques qui sont constructives, il y a des peurs, quand bien même elles sont infondées, ça reste des signalements venant attirer ton attention sur des choses qu'il faut améliorer, affiner, retravailler, recalibrer, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est une invitation à faire les choses différemment, la peur. C'est pas une invitation à se replier sur soi. Donc voilà, moi c'était juste ce petit mot-là. Ensuite, la peur de la mort. Peur de la mort, bien que la peur de la mort puisse avoir des racines instinctives, la manière dont elle se manifeste et l'intensité de cette peur sont souvent influencées par les croyances culturelles, religieuses et personnelles. Donc ça c'est certain, et ça se voit d'une culture à une autre. Il y a des cultures, je pense tribales ou amérindiennes, où finalement on voit pas la mort comme une fin, mais vraiment comme un portail. Et c'est aussi comme ça que personnellement je perçois la mort. Donc j'ai une approche de la mort qui est un petit peu différente des autres gens parfois. Et puis j'ai aussi grandi dans une famille sévèrement socialisée sur le fait que en fait la mort, les gens attendaient presque la mort. Moi, dans la secte dans laquelle j'ai grandi, je veux dire, ils ne le vendent pas comme ça. Ils ont le sentiment d'être très vivants, mais en réalité, ils invitent comment t'appelles ça? Tu sais, quand tu reportes toujours les choses au lendemain, le mot m'échappe. Mais en gros, il t'invite à attendre ta vie après la mort pour commencer à vivre, quoi. Il t'invite à attendre le paradis pour commencer à incarner cette essence divine en toi, là, maintenant, tout de suite. Et ces gens-là vont venir, en fait, ils font de la propagande où ils pensent apporter des solutions aux gens et leur apporter des réponses quand les gens ont perdu des proches et ce genre de choses. En ce qui me concerne, la manière dont j'ai interprété tout ça, c'est que au contraire, non, ils utilisent vraiment la peur de la mort comme un levier pour mieux manipuler les gens, pour mieux isoler les gens, pour mieux faire des foules ce qu'ils veulent, parce que la plupart des gens ont enfin, c'est un trou noir pour eux, la mort, quoi. Ils savent pas ce qu'il y a derrière, ils ont peur de comment, ils ont plus peur de comment ils vont mourir, de quand ils vont mourir et de ce qui se passe derrière, d'ailleurs, souvent, ce que je peux un peu plus comprendre. Mais voilà, ils viennent créer tout un environnement anxiogène autour de la mort, alors que quand bien même la mort peut avoir des racines instinctives, bien souvent ton environnement, ta culture, tes croyances religieuses vont venir décupler ça. Ensuite, peur du jugement social, qui est un petit peu liée à la peur de l'échec. Apprise à travers les interactions sociales et les normes culturelles, cette peur est liée au besoin d'appartenance et d'acceptation. Anxiété sociale, évitement de situations sociales, comportement de conformité sont des symptômes ou des éléments de manifestation de cette peur du jugement social. La peur du jugement social, moi je pense que c'est ça vraiment la peur de l'époque. Je pense que les gens ont plus peur d'être jugés socialement, notre génération, hein, vous me direz ce que vous en pensez, ils ont plus peur d'être jugés socialement que de mourir. Nos parents, la génération de nos parents avait plus peur de moi, il n'y avait pas encore tout ce truc des réseaux sociaux, nanana. Mais notre génération et la génération qui arrive derrière, eux, c'est vraiment cette peur de la perception de l'autre, tu vois. Ils ne savent pas, et nous ne savons pas de manière générale, notre génération, parce que c'est très récent, tous ces outils aussi de psychologie pour apprendre à naviguer ce qu'on ressent. La honte, en fait. La plupart des gens, la honte, ce sentiment de rejet,
ça va totalement venir les conformer et ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour s'épargner un jugement social. Alors, moi, une petite technique que je vous donne, c'est déjà de vous emparer de tous ces éléments que dont les gens se moquent, quels qu'ils soient, que ce soit sur votre apparence physique, votre trait de personnalité ou autre. Vraiment, jouer avec ça au plus possible, venir vous approprier vos critiques, parce qu'encore une fois, toutes les critiques ne sont pas non plus dévastatrices. Certaines critiques sont constructives et vous pouvez en faire quelque chose. Vous savez que je vous ai parlé de ce que j'ai vécu quand j'avais 17 ans avec essentiellement des jeunes filles que je pensais être mes amies, me piégeant et se liant avec les amis de la personne que je fréquentais à l'époque pour organiser en fait un viol en bande organisée. Et ce que je peux vous affirmer, c'est que tous les gens ayant comploté et participé à ça ne sont pas nécessairement des violeurs ou des pédocriminels, mais tous les gens ayant participé à ça, d'une manière ou une autre, essayer de se conformer à leurs normes sociales, c'est-à-dire ils habitent un peu dans un monde à l'envers, c'est vous voyez, le monde du rap où on exalte ce qui n'est pas exaltable et finalement où leur inspiration est parfois un petit peu satanique, tu vois, il faut se le dire aussi, et donc ils vont venir encenser des comportements qui sont destructeurs, misogynes, culture du viol et tout ce qui s'ensuit. Mais ces gens-là vivent dans un monde où j'ai écrit un texte que je partagerai avec vous sur cette autorité où finalement ils s'éduquent entre eux dans la rue, même si parfois ils prétendent que leurs parents sont fantastiques ou cocasses. Vu le comportement de leur fils, on a des doutes, tu vois. Mais ce qui est important, c'est que ces gens-là vont aller très loin dans le vice, très loin dans le crime, pas nécessairement parce que eux, fondamentalement, on peut s'interroger, mais pas parce que eux, nécessairement, sont des êtres maléfiques, mais parce qu'il y a cet engrenage social où, entre eux, ils vont venir se motiver pour se prouver ou quoi ou qu'est-ce. C'est cette identité de la rue, cette crédibilité, street credibility ou quoi ou qu'est-ce. Et en fait, ces gens-là vont venir, c'est leur peur du jugement social à eux, quoi. Ils ont pas envie d'être quelqu'un de gentil. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que pour eux, dans leur monde à l'envers, être quelqu'un de gentil, être quelqu'un de respectable ou être quelqu'un d'honorable, c'est être un bouffon, en fait. C'est à garder à l'esprit et à prendre en compte quand tu observes le profil psychologique de quelqu'un et quand tu t'observes toi à travers la manière dont tu veux naviguer à travers la vie. Cette peur du jugement social, c'est en fait qui est la personne te jugeant et quels sont les critères de cette personne-là. Parce que si, tu vois, je me fais juger par quelqu'un que je ne respecte pas, fondamentalement, parce qu'il il a des comportements ou un caractère, pour moi, ça ne va pas, tu vois. Je ne vais jamais avoir peur du jugement social d'une telle personne. Donc parfois, c'est remettre les pendules à l'heure pour soi-même et réaliser que les gens qui essayent de t'intimider, sur l'échelle spirituelle ou sur l'échelle émotionnelle ou sur parfois quelle que soit l'échelle en fait, l'échelle qui t'importe le plus à toi, ces gens-là, vous n'êtes pas égal, parfois ils sont inférieurs. Et ça, je sais que voilà, ça crée la controverse parce que les gens aiment se mentir et penser qu'on est tous sur un pied d'égalité. C'est très certainement pas ce que je pense. J'adorerais que ce soit le cas, mais je crois pas que ce soit vrai. Je pense qu'il y a des différences et je pense que d'une sphère à une autre, d'une industrie à une autre, d'un moment de ta vie à une autre, bien sûr que ça va varier, mais de manière générale, si tu sondes un petit peu les gens qui t'entourent, vous avez des codes, vous avez vos codes de votre communauté selon là où tu as grandi, selon ton environnement et autres. Si tu commences à te poser, à te demander ce qui motive ces gens-là, est-ce que ça a de la valeur à tes yeux? Est-ce que le parcours de ces gens-là, pas juste là où ils en sont là tout de suite maintenant, mais la manière et le chemin qu'ils ont pris pour parvenir à cet endroit-là, est-ce que si toi tu devais le faire pour toi-même ou si tes enfants devaient emprunter le même parcours, est-ce que ça te rendrait fier? Et quand tu commences à faire le détail, souvent tu vas te rendre compte que ces gens qui te mettent des barrières morales, mentales, en essayant de te confiner ou de t'empêcher d'avancer, de progresser culturellement, socialement, en fait, ces gens, tu ne les respectes même pas. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est quand même à garder à l'esprit avant d'être rongé par l'anxiété sociale et éviter des situations sociales et, tu vois, adopter des comportements de conformité, te rendre compte que, en fait, t'es en train d'adhérer avec quelque chose n'ayant rien à voir avec tes valeurs personnelles, tu vois. Cette honnêteté, c'est quelque chose dont tout le monde n'est pas capable, pour une raison ou pour une autre. Donc, on en parle encore une fois dans la vidéo sur les traumatismes intergénérationnels. Parfois, c'est dû au conditionnement. On t'a jamais appris à avoir confiance en toi. Parfois aussi, tu viens d'un milieu où tes parents ne t'ont pas inculqué les bonnes valeurs.
tout le monde n'a pas été bien élevé, qu'on se le dise, tu vois. Parfois, tes parents t'ont inculqué n'importe quoi, parce qu'ils ne savaient pas mieux, parce que eux aussi, ceci, cela, enfin voilà, tu vois, on peut remonter comme ça jusqu'à la nuit des temps. Quelle que soit la raison, ce qui importe, c'est de faire la synthèse et évaluer la raison pour laquelle les gens en sont où ils en sont, et voir si tu respectes la globalité de ce qu'ils te proposent, quoi, pas seulement le résultat, mais aussi le raisonnement pour parvenir au résultat, et voir si tu as toujours envie de te conformer, et si c'est pas plutôt l'inverse, si c'est pas plutôt ces gens-là qui devraient venir chercher ton approbation à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, la peur des maladies. Peur des maladies, influencée par les informations médiatiques et les expériences personnelles de la maladie. Une manifestation les plus communes, c'est l'hypocondrie. Quand j'étais plus jeune, je me moquais beaucoup de mon père, parce que mon père, c'est quelqu'un de très sensible, donc tout le temps en train d'aller voir à l'hôpital, vérifier qu'il va bien, ceci, cela. Ça m'amusait beaucoup, je le qualifie d'hypocondriaque. Et c'est parce que mon père, enfin, c'est pas que la raison, mais l'une des raisons, c'est mon père a grandi au Cameroun, en Afrique. C'est pas les mêmes infrastructures qu'en France, tu te doutes bien. Et donc voilà, quoi. Il arrive en France, il a profité des hôpitaux, il a profité de tout ça, il s'est dit on va faire check-up complet à chaque fois que nécessaire. Je comprends, peur des maladies, comportement compulsif de santé, hygiène excessive, pareil, selon la manière dont vous avez été socialisé, selon la manière dont vous avez grandi, vous avez peut-être une manière de faire les choses. On a traversé en 2020 l'épisode du Covid qui nous a tous traumatisés d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez peut-être mis en place différentes normes d'hygiène afin de vous sentir comme si vous preniez soin de votre santé et que vous protégiez votre santé. Personnellement, la peur des maladies, c'est quelque chose que je peux comprendre. À notre époque, j'ai fait une vidéo, j'hésite encore un peu à la partager avec vous, mais on parle des relations, tout ça. Peur des maladies, je trouve que notre génération a quand même moins peur des maladies sexuelles que j'ai l'impression la génération de nos parents ou autres. Après, c'est peut-être qu'une impression de là où je me situe. Parfois, j'ai des conversations avec des filles ayant la vingtaine ou la trentaine ou même la quarantaine. Et elles me racontent des choses, je suis pas là pour juger, mais je suis juste là pour dire ce que je ressens. Enfin voilà, elles ont qu'elles aient un certain nombre de partenaires sexuels, ça, à la rigueur, tu vois, ça ne regarde personne, j'ai presque envie de te dire, elles vivent leur vie comme elles l'entendent. Mais le fait que tous ces gens-là couchent ensemble, personne n'est protégé, un jour elle couche avec un tel, le lendemain elle couche avec une autre personne. Moi, quand j'entends des histoires comme ça, je vous le dis, mais je me tiens la tête, je me dis, mais attends, en fait, quand tu pars en date avec quelqu'un, il faut lui demander un check-up complet, parce que on ne sait pas, quoi. Parfois, les gens se comportent, mais en fait, comme des animaux, et ils couchent avec tout le monde, et ils ont pas peur des maladies sexuellement transmissibles, enfin, je sais pas, ça me paraît un petit peu aberrant. Donc, la peur des maladies, j'aimerais peut-être même la voir plus. Je voudrais voir plus de gens. Je veux voir plus de gens ayant peur d'être contaminés, tu vois. Et c'est pas faut arrêter d'être ridicule. Parfois, tu dis des trucs comme ça et les gens sont là genre, ouais, il faut pas stigmatiser les séropositifs ou cocasses. Non, mais alors, aucun rapport. Moi, je pense qu'il faut apporter tout le soutien médical et psychologique parce que souvent, ces gens-là ont été vraiment stigmatisés. Désolé, maintenant, moins un peu plus à la génération de nos parents. Maintenant, on est un peu plus ouvert d'esprit. Mais c'est pas le problème. Deux choses peuvent être vraies en parallèle. Et puis d'abord, je pense que les gens souffrant du sida ou les séropositifs, je pense que si on leur laissait le choix, ils préféreraient avoir un autre état de santé. Donc je crois pas qu'inviter à la libération sexuelle en prétendant que c'est pas grave et que il faut inclure tout le monde. Non mais là, il y a une différence entre inclure dans la société les gens ayant des maladies, des handicaps ou des conditions ou cocasses et inviter l'ensemble de la population à aussi partager ces maladies ou quoi. Là, je parle du sida, mais je pourrais dire ça pour l'obésité. Cette espèce d'incitation à l'obésité morbide qu'on présente comme si c'était empowering, tu sais. Ça, c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Bien sûr qu'il faut respecter les gens, bien sûr que les gens étant obèses ou malades ou autres ou différents pour une raison ou pour une autre selon les codes de l'époque, ne devraient jamais être stigmatisés. Mais de là à dire que pour que ces gens-là ne soient pas stigmatisés, il faut inviter les autres ou prétendre que c'est pas aussi grave que ça ne l'est, ça c'est de la folie en fait, tout simplement. Voilà, je voulais juste vous dire ça parce que ça
Ça me trotte dans la tête de toute évidence. Donc ça, c'était pour les peurs. Il nous reste 2 émotions à voir. Donc la honte. La honte est liée à un sentiment de ne pas être à la hauteur, à une violation des normes sociales. Donc la honte, c'est très ambivalent. Une phrase que je dis souvent, c'est que les opposés vivent dos à dos. Parce que 2 situations très distinctes peuvent te provoquer de la honte, et c'est là que la honte, l'émotion, c'est là que les sentiments, ton interprétation personnelle de tes émotions va venir être très importante pour la suite des choses. Parce qu'il n'y a rien de plus important que l'histoire que tu te racontes en toi en réalité. C'est l'histoire que tu te racontes qui va venir te dicter ou t'empêcher de prendre des décisions et de mettre des choses en place. Parce que soit tu te racontes une histoire dans laquelle t'es le vainqueur. À la fin de l'histoire, quoi qu'il se passe, tu gagnes. Si tu penses comme ça, tu vas avoir des prises de décision qui reflètent cet état d'esprit. Mais si tu es dans un état d'esprit victimaire, victimisation ou quoi qu'il se passe à la fin de l'histoire, tu perds, bah là c'est pareil. D'emblée, tu vas mettre en place des stratégies qui ne sont pas du tout les mêmes parce que t'es pas dans un état d'esprit conquis. C'est pas les mêmes énergies. L'énergie d'un problème, c'est pas l'énergie d'une solution, tu vois. Donc, quand tu vas être confronté à la honte, parfois, donc là, je parle par exemple pour les jeunes gens comme moi qui ont grandi dans des familles abusives, où c'était très souvent confronté à la honte. Et souvent, c'était la honte des autres que je portais sur moi. Parce que ils se comportaient mal, j'intériorisais leur comportement en me sentant en fait comme une victime, tu vois. C'est un mot que j'ai eu du mal à ajouter à mon vocabulaire parce que je trouvais ça extraordinairement péjoratif de dire victime, alors que bon, en réalité, si t'es là, tu fais rien de mal, tu vis ta vie et que des gens décident de se déchaîner sur toi parce qu'ils ont un problème d'ego, parce qu'ils essayent de prouver des choses à leur communauté, parce que immaturité émotionnelle, parce que misogynie, parce que ou qu'est-ce, en fait, ça n'a rien à voir avec toi, tu vois. Le problème vient de l'autre personne. Mais comme tu te retrouves dans un truc où on te met dos au mur face à de la violence, tu deviens une victime. Le plus fort des hommes peut être une victime parce que il a été dans une situation qu'il n'aurait pas dû être et que on a injustement pris avantage de sa vulnérabilité. Une victime, c'est ça, c'est quelqu'un dont on abuse la vulnérabilité. Ça veut pas dire que t'es débile, tu vois. Je précise parce que moi, c'est comme ça, de par la manière dont j'ai été socialisée, que j'interprétais le fait d'être une victime. C'est pour ça que quand j'étais enfant et que j'ai subi des choses qui m'a mis dans un état d'esprit très particulier, qui m'a presque conditionné pour vivre encore de la violence et à accepter un seuil de tolérance à la violence immense, tu vois, de par ce que j'avais vécu déjà dans mon enfance. En fait, quand j'étais confrontée à toutes ces émotions de honte, je savais pas quoi en faire, tu vois. Donc je me comportais comme l'agresseur, c'est-à-dire que j'ai grandi avec des gens qui n'étaient pas nécessairement les crayons les plus colorés de la boîte, tu vois. Et ces gens-là, beaucoup d'immaturité émotionnelle, beaucoup de gens projetant sur vous leur frustration, leur inadéquation, le fait qu'ils ont grandi dans un carcan religieux avec lequel en fait ils n'adhèrent pas, mais ils n'ont pas cette force pour se séparer de ce conditionnement et de ces sectes. Donc en fait, ils trouvent quelqu'un de vulnérable, souvent des enfants, et ils se... Tu vois ce que je veux te dire? Et toi, quand t'es enfant, on te donne pas les codes pour comprendre ce qui se passe, on t'isole en ne te fournissant pas les outils pour comprendre ni te défendre de la situation. On t'humilie parce qu'en plus, t'as des réactions qui sont normales face à l'abus, c'est-à-dire que tu vas te plaindre, tu vas pleurer, tu vas crier, enfin voilà, une forme de revendication quelconque selon ta personnalité, selon ton âge et selon les moyens du bord, si j'ose dire. On va essayer de te taire et on va, tu vois, te violenter, faire toutes les techniques de manipulation sous le soleil afin de parvenir à ces résultats-là et te canaliser, te maintenir sous une emprise, sous un carcan oppressant, tu vois, et tu vas te sentir honteux. Parce que tu vas avoir le sentiment que c'est même pas une question de tu l'as mérité, tu peux parfois te dire que tu l'as mérité, mais c'est surtout que t'es désemparé en fait. Tu vois, la honte pour moi c'est une émotion quand t'es désemparé parce que tu ne sais pas comment faire pour combler l'écart entre la situation dans laquelle tu es et là où tu sais que tu devrais être. La honte, c'est vraiment une émotion quand t'es désemparé, c'est une émotion de survie. Donc c'est pour ça que souvent, quand vous avez des enfants qui sont abusés, ils vont développer des mécanismes pour pallier au traumatisme. En fait, ils vont venir s'enfermer dans cette honte, et cette honte va venir s'enraciner en eux, et si j'ose dire, développer toutes sortes de comportements abusifs, pitié.
comportement pour compenser, que ce soit en abordant la même attitude que l'agresseur ou en s'enterrant plus profondément sous cette honte et en s'identifiant totalement avec cette identité. Donc la honte, il va y avoir cette dualité. D'un côté, ça peut être parce que tu sais que les choses doivent être différentes et tu ne sais pas comment faire pour que les choses soient différentes. Ou alors, ça peut être quasiment la même chose, mais dans le sens négatif, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose de mal. Tu sais aussi que les choses devaient être différentes, mais tu n'arrives pas à combler l'écart entre tes actions et le bien que tu aurais dû faire, et donc tu as honte. Et il y a cette violation des normes sociales. Tu sais pour toi-même que t'es pas la personne que tu prétends être, parce que voilà, il y a une dissonance entre ce que tu dis, ce que tu fais. T'as peur aussi que ça sache. Tu veux pas être catalogué comme, voilà, quand je vous raconte ces histoires, les gens qui sont impliqués dans ces histoires, je devine, quand bien même, ils se sont quand même donné beaucoup de mal pour que je parle. Ces gens-là, j'imagine qu'ils ont pas envie d'être fichés à la une des journaux avec écrit violeur pédocriminel. Je pense pas que ce soit leur rêve, tu vois. Donc, ils vont venir s'emplacarder derrière une honte sociale, et cette honte, selon ce qu'ils ont fait, selon leur personnalité, selon leur environnement social, donc là, ces gens-là pas très bien entourés, pas nécessairement entourés par les meilleurs conseillers de la ville, ces gens-là vont venir mettre en place des stratégies pour pallier à leur honte, et en fait, leur stratégie, c'est de faire encore plus de mal. Donc, au lieu de prendre cet événement isolé, aussi grave soit-il, tu vois, et de se dire, ok, ça n'aurait jamais dû se passer. Maintenant, il faut que je trouve une solution pour combler l'écart entre le mal que j'ai fait et la personne que je veux être et que je prétends être. Ces gens-là vont dire, non, il faut que je justifie le mal que j'ai fait en inventant des raisons d'avoir fait du mal à cette personne. Et donc, ils vont déployer les moyens pour mettre en place des mises en scène. Et ils sortent leur artillerie lourde de racailles pour essayer de venir justifier leur comportement dans leur monde, parce qu'encore une fois, tu vois, souvent, selon ta communauté, on voit pas les choses de la même manière, quoi. Ça, c'est certain. Eux, leur façon de faire les choses, c'est pas moi, ma façon de faire les choses, c'est pas la façon de la voisine de faire les choses. Je pense même pas que ce soit la façon de faire les choses de leur mère, dans la plupart des cas. Donc, on voit pas tous les choses de la même manière. Mais ce qui est certain, c'est que, à partir de ce sentiment de honte, deux possibilités. Soit tu vas venir, c'est pas, en fait, comment gérer cette honte, et auquel cas, malheureusement, tu vas mettre en place des coping mechanisms, des mécanismes, des stratégies pour pallier à la honte qui vont t'en rapprocher, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme. Soit cette honte, tu parviens à l'identifier, tu parviens à la déraciner en la rendant à la personne à qui elle appartient. Donc, c'est-à-dire que si t'as honte parce que tes parents abusaient de toi ou quoi ou qu'est-ce, il faut à un moment donné que tu te poses avec des experts, des professionnels de la santé, des gens qui t'as confiance et qui sont de confiance, pas seulement des gens de confiance, mais des gens qui vraiment en réalité sont fiables, tu vois, pas juste des gens avec qui t'as grandi, du coup t'as l'habitude de parler avec eux et donc tu parles avec eux, mais en fait ils sont des serpents, vraiment des gens de qualité, et mettre en place de nouvelles stratégies, comme à l'époque t'as mis en place des stratégies pour gérer une première situation, maintenant se réactualiser et déterrer ces stratégies pour pallier à la honte qui, en fait, n'ont plus rien à voir avec toi et ne te servent pas et ne servent pas tes intérêts, ne servent pas non plus ton futur, ni l'héritage que tu veux laisser à tes enfants en termes d'éducation. Restructurer tout ça pour remettre la honte à la bonne place. La honte, c'est une émotion invitant à creuser l'écart. Tu vois, c'est pour ça qu'on disait c'est une émotion désemparée qui t'invite à creuser l'écart. C'est pas une émotion qui t'invite à t'enterrer. Alors que malheureusement, à l'heure actuelle, beaucoup de gens ne vivent pas leurs rêves, ne font pas ce qu'ils savent qu'ils devraient être en train de faire, ne partagent pas le message qu'ils ont à partager parce qu'ils ont honte. Alors que cette honte ne leur appartient même pas, tu vois, très souvent. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, donc concernant la honte, juste au niveau des chakras, elle affecte le chakra sacré, qui est votre deuxième chakra. C'est souvent aussi le chakra quand vous avez subi des sévices, ce genre de choses. Donc c'est le chakra sacré. Je veux dire, ils ont tous de très beaux noms, les chakras, mais le chakra sacré, c'est quand même, il y a une forme d'aspect célestial à tout ça. Et donc, c'est votre chakra de la créativité et aussi de l'estime de soi. La traduction en sanskrit pour chakra sacré, en gros, ça veut dire un endroit n'appartenant qu'à toi, en sanskrit.
il n'y a pas de traduction française pour cette expression, mais cette idée vraiment de quelque chose de très précieux, de très individuel. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Non, mais on a tous quelque chose en nous de... c'est que nous, quoi. C'est que nous qui voyons les choses comme ça, c'est que nous qui faisons les choses comme ça. Et c'est sacré. C'est l'essence de Dieu, c'est la signature de Dieu sur ton âme. C'est cette différence, tu vois. Si tu commences à la falsifier pour ressembler à tout le monde, tu trompes ton créateur, tu vois, tu trompes ton utilité dans ce monde, tu vois, tu n'honores pas ce qui est sacré en toi et ce pourquoi tu as été créé d'une certaine manière. La honte ronge le sacré, c'est-à-dire que quand t'as honte, t'as honte, soit tu veux pas te montrer, tu vas t'isoler encore plus, tu vas faire un rejet de toi, tu vas prendre des décisions qui en fait jouent contre ton équipe d'une certaine manière. Et quand je dis ton équipe, c'est pas ton équipe, les guignols avec qui t'as grandi, que tu considères être de très haute qualité, mais qui en réalité complotent contre toi à chaque fois qu'ils ont 5 minutes de libre. C'est ton équipe spirituelle, c'est les gens. Si tu parvenais à transcender tous ces préjugés que t'as et toutes ces croyances limitantes, les gens avec qui ton âme se reflète le plus et ces gens t'invitant à être le plus complet possible et le plus libéré de tous ces a priori, c'est ça, tu vois. L'idée, c'est de transcender la honte, pour réclamer et récupérer ton pouvoir personnel, tout simplement. La honte fait barrage à ça. La honte isole tes capacités. Donc, la honte non résolue peut entraîner des troubles alimentaires, une faible estime de soi et des problèmes de santé mentale. La honte, c'est vraiment le mot du siècle. Les gens se rejettent eux-mêmes, quoi. Plus que la société ne les rejetterait parce que l'histoire qu'ils se racontent ou l'histoire qu'ils se ressassent sans cesse et dont ils ne parviennent pas à se défaire est une histoire faisant écho à pour surmonter la honte, il va sans dire que ça passe par l'acceptation de soi et la compassion. Puisque, tu vois, la honte, c'est ce côté creuser l'écart. En fait, cet écart entre l'endroit ou la situation dans laquelle tu es et l'endroit, la situation dans laquelle tu voudrais être, il faut leur remplir d'amour cet écart, tu vois. C'est pas en étant là, en effritant un peu plus ta personnalité ou en grattant encore plus sur tes défauts ou en tirant un peu plus sur la corde. L'idée, c'est de se remplir d'amour. Toutes ces critiques que les gens t'envoient, les transférer, les transcender en acceptation de soi. Accepter que tes faiblesses vont devenir une force. Moi, là, maintenant, je vous parle de cette situation, de ce que j'ai vécu. C'est quelque chose que j'aurais pas été capable de faire il y a quelques années, tu vois. Bon, déjà, parce que j'avais pas... J'étais dans le déni de la gravité de ce que j'avais vécu, donc ça joue aussi, mais c'est en reprenant mon pouvoir et en réalisant que toute cette honte-là était mal placée. C'est pas à moi de me sentir mal quand des gens décident d'abuser de moi, tu vois. C'est un reflet de qui ils sont. Ça n'a rien à voir avec moi. Ils auraient pu, pour le peu que j'en sache, se comporter comme ça envers même la mère des gars de leur bande, tu vois, ou peut-être demain vers l'un des enfants des gens de cette bande, parce que ça n'a rien à voir avec moi, ça a tout à voir avec eux, l'histoire qu'ils se racontent, les poussant à justifier leur comportement. Et donc, il faut que tu recalibres l'action. La honte, elle est pas toujours, c'est pas toujours aux autres. Parfois, c'est notre honte. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas t'enterrer sous ta honte. Il faut que tu la soignes, il faut que tu la guérisses. Si t'as fait quelque chose dont t'as réellement raison d'avoir honte parce que c'est normal, il faut que tu parviennes à te guérir et à accepter tes erreurs. Et ça aussi, ça va t'aider parce que souvent, on a du mal à pardonner les autres, parce qu'on a du mal à se pardonner soi-même, encore une fois, pour des raisons de honte. Donc, on va avoir des attentes un petit peu inatteignables ou alors des exigences infondées parce que ce sont encore une fois, des mécanismes pour pallier à nos propres traumatismes et nous protéger. Mais le plus tu t'acceptes, tes qualités et tes défauts, tes erreurs, tout comme tes moments de bienveillance, le plus c'est facile de donner grâce aux autres aussi et d'accepter que voilà, on est tous en fait en train d'essayer de se résoudre. On est tous parfois victimes de nos démons d'une certaine manière et on est parfois rattrapés par nos traumatismes en les laissant s'exprimer de manière qu'on justifie peut-être sur le coup, mais après on réalise que ce n'était pas justifié, que ce n'est pas justifiable. Donc, il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle et savoir se remettre en question, savoir s'arrêter et se dire, OK, ce raisonnement-là, c'était fausse route, ce que j'ai fait là, c'était pas correct. Et maintenant, c'est un nouveau jour et j'ai l'opportunité de faire les choses différemment. Qu'est-ce que je veux rectifier et comment je veux le rectifier? Mais ça demande une intelligence émotionnelle et ça demande aussi souvent d'être entouré par des personnes voulant vraiment votre bien, en fait, tu vois. Parce que, parfois, les gens, que ce soit leur raison, vont essayer de venir façonner vos actions, mais c'est pas à eux de soulever le poids de votre âme, tu vois. Quand tu vas te coucher le soir, à la fin de la journée, tu sais si
t'es quelqu'un de bien ou pas, tu vois. Et j'aime pas dire ça comme ça parce que c'est plus complexe, hein, les êtres humains, la dualité, donc c'est pas juste je suis quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un, mais tu sais si les actions que tu mets en place sont sur une base de bonté où tu es en alignement avec toi-même ou si tu es en train vraiment de faire un puzzle, essayer de fondre les éléments, faire les choses à ta sauce, fabriquer un peu la réalité pour que ton raisonnement tienne, tu vois. Quand tu as un minimum d'honnêteté intellectuelle, un minimum d'intelligence émotionnelle, bah, tu es capable d'arrêter, tu vois. On fait tous des erreurs, mais c'est pas le nombre de fois que tu tombes, c'est vraiment le nombre de fois où tu te relèves. Mais encore faut-il accepter de se relever, quoi. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'était pour la honte. Et finalement, la joie, le meilleur pour la fin. La joie, l'émotion du bonheur et du contentement. Blocage corporel. Paradoxalement, un excès de joie non équilibré peut désactiver le chakra racine terre à terre. Ouais, c'est drôle. Ensuite, un déséquilibre peut provoquer une déconnexion de la réalité et des attentes irréalistes. Cultiver la joie équilibrée enrichit la vie, favorise une bonne santé mentale et renforce les relations. Bon, en gros, sur la joie, l'idée, c'est que tout le monde veut être heureux. On n'a pas la même manière d'être heureux, on n'a pas les mêmes manières de définir le bonheur, on n'a pas les mêmes priorités pour parvenir à cette vision du bonheur et, tu vois, notre idéal, notre utopie. Et sur papier, toi, ta voisine, ta tati, ton tonton, tout le monde veut être heureux. Le truc, c'est que, encore une fois, selon nos socialisations, on ne va pas avoir, on va pas nécessairement se laisser accéder le bonheur. Parfois, on est retenu par une sorte de dette émotionnelle. Si par exemple vous avez grandi dans un milieu défavorisé ou ou même pas nécessairement défavorisé, mais qu'il y a une différence sur les trajectoires et les itinéraires de vie entre vous et les gens avec qui vous avez grandi, vous pouvez développer une sorte de dette émotionnelle où vous vous sentez redevable, sinon coupable, d'avoir de très bonnes opportunités se présentant à vous et ça va venir de cette manière ternir votre bonheur où vous allez réduire, diminuer vos accomplissements, vous voulez pas en faire trop, vous voulez pas trop vous faire remarquer alors que ce serait juste incarner à leur juste valeur vos mérites, tu vois. Mais tu veux pas trop en faire parce que tu sens bien que c'est pas l'ambiance, tu vois. Tu sens bien que les gens autour de toi porte un regard un petit peu désapprobateur ou un petit peu envieux sur ton bonheur. Donc ça va être une chose. Ensuite, si tu as grandi dans une famille où il y avait aussi de l'abus, tu peux avoir un sens du bonheur qui est tout simplement détraqué. Moi, ce que j'aime, à notre époque, on a souvent cette conversation autour du narcissisme, les traits de la dark triad. Donc, on se fera une autre vidéo où on en parle parce que la définition actuelle de ce qu'on qualifie d'être un narcissisme et la définition originale d'un narcissique, c'est déjà deux mondes diamétralement opposés. Je vois beaucoup de gens se faire qualifier de narcissiques qui en réalité n'en sont pas. C'est pas parce que quelqu'un ne t'obéit pas au doigt et à l'œil qu'il est narcissique. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un de sadique, qui appartient donc à un trait aussi appartenant à la dark triade, les sadiques, les narcissiques, les psychopathes. Quelqu'un de sadique, c'est quelqu'un qui va être très heureux de vous voir souffrir. Donc, tu peux pas mettre le bonheur d'un mec torturer des chatons, c'est son délire par exemple, tu peux pas mettre ça sur le même pied d'égalité, donc quelqu'un dont le bonheur, c'est de donner à manger à des foules et de résoudre le problème de la faim dans le monde. Et tu vois ce que je veux dire? Ils portent pas le même regard sur la vie, ils ont pas les mêmes attentes et leur contribution sociale ne sera pas non plus la même, tu vois. D'un côté, t'as quelqu'un qui se délecte de faire souffrir les gens et de l'autre côté, t'as quelqu'un qui parfois dans cette quête vers le bonheur pour voir les gens heureux, qui va vraiment venir lui apporter un sentiment, tu vois, genre, ce qu'il fait, c'est immense, tu vois, il y a vraiment de quoi être fier, presque limite le syndrome du sauveur, même si j'aime pas trop ce terme, mais bref, on en parlera plus en détail dans un autre épisode. C'est cette idée que les gens, fois, vont avoir une approche du bonheur qui est extrêmement futile, pour ne pas dire destructrice, alors que d'autres personnes vont avoir une vision du bonheur qui est tellement complète que finalement, tout le processus sur leur quête, les menant juste à ce bonheur, il y a presque pas de bonheur dessus. C'est que des obstacles, c'est que de la tristesse, c'est que des souffrances, c'est que résoudre des conflits, c'est que résoudre un problème, c'est que naviguer des situations. Et à la fin, tu vois, donc on parle souvent de gratification, delay gratification. Donc la gratification, je perds mon français, mais plus tard, quoi. Si t'es pas capable de faire ça, en fait, les plus grands bonheurs de ta vie, tu seras jamais capable de les obtenir. Si t'es toujours dans un truc où il te faut ta petite dose de dopamine immédiatement, dès que voilà, t'as besoin d'être stimulé, parce que ça a de la valeur aussi, tu vois, mais tu vas que accumuler des micro-bonheurs qui
d'une certaine manière, peut-être ne s'accumule pas à la richesse de ta vie et peut-être ne se reflète pas sur l'héritage que tu voudrais laisser dans cette vie. Alors que d'autres personnes vont emprunter des chemins presque tortueux, de sacrifice, limite martyr, tu vois, où vraiment ils ont un sens de dévouement, ils ont un sens de sens de la vie qui est décuplé. Et ces gens-là, dans la vie de tous les jours, ils sont pas en train de danser sur un bateau à boire, tu vois, et à fumer. Ils sont en train de se creuser la tête pour résoudre des problèmes. Mais la résolution de ce problème vient débloquer une telle énergie que le bonheur que ça procure est décuplé non seulement pour eux, mais aussi pour des foules, quoi. Et ça va, enfin, je veux dire, ça vient littéralement changer l'énergie de l'univers, enfin, de notre planète, du moins, au moins de la Terre, ce qui est déjà colossal. Parce que ils s'attellent à quelque chose, non pas nécessairement dans le but d'en obtenir une joie immédiate, mais dans le but de parvenir à un changement. Et finalement, ce qui rend les gens heureux, c'est ce changement. On est toujours en train de changer, toujours en train de transitionner. Dans une autre vidéo, on discutait de l'identité. On se disait que l'identité, c'est quelque chose que tu négocies depuis que tu as 3-4 ans, selon les moments de ta vie. Est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que tu as un nouveau travail? Est-ce que tu es devenue maman? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Les aspects de ta personnalité que tu vas mettre en avant ne sont pas les mêmes. Et tes sources de bonheur ne seront pas les mêmes. Peut-être qu'à un moment de ta vie, ta carrière, c'est vraiment de là où tu trouves toute ta joie. Et peut-être qu'à un autre moment, quand tu as des enfants, finalement, c'est ta vie familiale qui va venir te combler le plus. Mais l'idée, c'est de suivre pour toi-même cet itinéraire de tes émotions et comprendre pas simplement là où elles essayent de te mener, mais aussi de là où elles émanent et de là d'où elles viennent. Parvenir à dresser un équilibre pour rester connecté à la réalité des choses, mais aussi pour dépasser ces attentes que d'autres pourraient qualifier d'irréalistes. Mais t'es là pour ça, en fait. Si on relie toutes ces histoires de chakras ou autres, t'es pas là pour te conformer, t'es là pour activer tous tes chakras sacrés, chakras couronne, chakras racines, et donner vie à cette vision que toi seul vois. Et c'est t'approcher de cette vision petit à petit, l'incarner, la voir se matérialiser. C'est ça, en fait, la vraie source de bonheur. À partir du moment où tu as une vision à l'esprit et que tu es capable de la détailler dans la vraie vie, tu touches le bonheur des doigts. En fait, à chaque fois que tu fais ça, à chaque fois que tu acceptes le changement, à chaque fois que tu embrasses l'acceptation de soi, à chaque fois que tu es un peu plus en paix avec tes émotions, tu transcendes de la vie et tu t'approches du bonheur infini, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était tout. C'était un petit épisode pour comprendre les émotions et leur impact sur notre corps, savoir comment elles se bloquent, où elles se bloquent, comment elles se manifestent, comment on peut mieux les gérer. Et puis cultiver surtout une vie qui est plus équilibrée, plus épanouissante et plus honnête avec soi-même. Donc voilà. N'oubliez pas que chaque émotion est une invitation à la compréhension, à la croissance et à la découverte de soi, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas si vous avez des questions et à très bientôt.